Voilà, donc bonjour à tous pour ce nouveau séminaire du GDR Radia. Pour ceux, alors la plupart d'entre vous doivent un peu avoir l'habitude, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc l'objectif de ces séminaires, c'est de présenter des travaux de différentes personnes sur différents thèmes du GDR, hein, qui sont assez larges. Et tout cela pendant un exposé qui dure typiquement entre 45 minutes et 1 heure, et puis qui est suivi de questions-réponses. Donc qui ont lieu à peu près une fois tous les mois, il y aura des journées qui changent. Donc aujourd'hui, on est très content donc d'accueillir Gauthier Picard, qui est actuellement directeur de recherche à l'ONERA, donc qui anciennement était professeur des mines et qui là est détaché par cet institut à l'ONERA. Et qui donc a pris aussi la tête d'un laboratoire d'intelligence artificielle et travaille alors sur énormément de choses. Donc, vous voyez ici qu'il y a du multi-agent, du multimode, de l'intelligence artificielle, des approches décentralisées, aussi énormément d'optimisation. Donc ça touche, c'est parfait vu que ça touche à plein, d'aspects du GDR. Donc voilà, je vais pas faire une longue liste à la fois des contributions de Gauthier et de son parcours, donc qui est assez riche et que vous pouvez facilement vérifier sur son site web. Je vais plutôt passer à l'intéressant et donc lui laisser la main et vous expliquer comment il met en œuvre des approches décentralisées pour l'allocation de tâches multi-agents et multimode, notamment avec des applications dans le spatial, pardon. Et donc, Gauthier, je vais te passer immédiatement la main. Et donc, vous voyez que pour le prochain séminaire, on attend encore des réponses de personnes, mais on va avoir tout de suite celui de Gauthier. Donc, je te passe la main, Gauthier, et encore merci d'avoir accepté de donner ce séminaire. Et moi, de mon Merci, côté, là, merci Sébastien. Alors hop, voilà, j'arrête la mienne, OK, j'arrête mon je vais partage et tu peux partager. y Heu, aller. j'y arrive, oui, oui, c'est pas de souci. Hop, Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. c'est parfait. Oui, Alors bonjour à tous et à toutes. Alors je vois qu'il y a des gens que je connais, des gens que je connais pas, et ça me fait plaisir de voir des gens que je connais et des gens que je connais pas. Donc il ne faudra pas hésiter à me poser des questions, tout au long de cette présentation. Alors je suis pas c'est pas garanti que je puisse suivre ce que vous me posez comme question dans le chat, mais j'essaierai d'y répondre au pire après la présentation. Donc encore une fois, merci aux organisateurs là, du cycle de séminaire du GDR pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Je les suis moi également. Donc, c'est toujours l'occasion de voir des présentations assez variées sur des thèmes qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et aujourd'hui, je vous propose euh, euh, une petite présentation sur des approches d'allocation de tâches dont la spécificité va être que ce sont des protocoles qui sont décentralisés pour faire cette allocation de tâches. Et on va voir que dans certains contextes opérationnels, c'est des choses qui nous intéressent fortement d'avoir ces propriétés de décentralisation. Et avec quelques spécificités, c'est qu'on va avoir des tâches qu'on va vouloir allouer à des robots, par exemple, ou des satellites, qui sont multi-agents, c'est-à-dire il faut plusieurs robots pour pouvoir les faire en même temps ou à la suite. Et en plus, elles sont multipodes, ce sont des tâches qu'on va pouvoir faire de plusieurs manières différentes. Donc, il va falloir choisir quel mode on veut utiliser pour euh, effectuer ces tâches. Alors, donc on est dans un contexte multi-agent. Les agents pour nous, ce sont des entités qui sont autonomes, qui vont essayer d'atteindre des buts. Alors ces agents vont être des êtres humains, vont être des robots, des véhicules autonomes, des programmes, hein, pas forcément physiques, on va dire. Donc ils vont être autonomes dans le sens où ils vont avoir le contrôle sur eux-mêmes et sur leur exécution. Ils vont interagir avec d'autres agents en suivant certains types de protocoles. Donc ici, nous, on va utiliser des protocoles d'enchères décentralisés par consensus. Voilà, c'est la partie interaction. Et ces gens, ils peuvent être plus ou moins réactifs, plus ou moins proactifs. Réactifs dans le sens où, quand ils reçoivent un signal de l'environnement ou des autres agents, ils vont tout de suite réagir et répondre. Ou bien ils vont être proactifs de temps en temps, ils vont planifier des choses. Typiquement, on va voir que quand nos agents ils vont essayer de décider quand est-ce qu'ils doivent, est-ce qu'une série de tâches est intéressante? Eh bien, ils vont devoir planifier un petit peu leur déplacement pour savoir un petit combien ils sont prêts à mettre pour obtenir un ensemble de tâches. On est dans un cadre coopératif, donc même si ici on va parler d'enchères, on reste dans un cadre coopératif, c'est-à-dire que les agents forment une équipe et cette équipe doit se coordonner pour effectuer les meilleures actions du point de vue de l'équipe. Voilà. Alors,
Cela dit, ça reste quand même intéressant de prendre une perspective enchère et allocation de tâches décentralisée parce qu'on va permettre aux agents d'être, enfin au système d'être plus autonome, de ne pas être dépendant d'un seul agent qui serait un goulot d'étranglement ou un système centralisé. Et en plus, ça peut, dans certains cas, permettre d'avoir des garanties de privacité pour que les agents puissent garder leur plan privés, même s'ils agissent pour le collectif. Donc ça, on verra ça dans une des applications que je montre. Il y a plein d'autres applications de ce type de technique de décision décentralisée qui existent. Donc, en surveillance, réseau de capteurs, robotique collaborative avec de l'exploration coopérative, véhicules autonomes pour gestion du trafic, par exemple, les problèmes d'ordonnancement satellite. Donc, c'est une des choses qu'on va regarder aujourd'hui. Et puis, les gestions de crise, opérations de secours et affectation de tâches sur des environnements difficiles. Donc, le type de système multi-agent qu'on va considérer et que j'ai l'occasion de considérer dans ce type de recherche sont des systèmes multirobotiques hétérogènes. On va voir que nos tâches, elles peuvent avoir des, euh, des besoins, certaines capacités. Les agents vont avoir des capacités d'action, des capacités de perception différentes, des capacités de déplacement. Et donc, il va falloir prendre ça en compte quand on va vouloir affecter les tâches aux agents. Ça peut être aussi des robots dans un entrepôt pour faire de la logistique indoor, pour faire du tri de paquets, pour faire de la construction de colis, de la livraison, donc là plutôt de la robotique outdoor avec l'affectation de tâches de pick-up and delivery. Donc ça, c'est un grand thème de recherche, multi-agent pick-up and delivery. Et puis également, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est par exemple des systèmes multisatellites, des constellations de satellites qui doivent se coordonner pour savoir qui doit prendre quelle partie de la Terre pour faire une certaine observation, étant donné un certain carnet de commandes et certains besoins des utilisateurs. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des principes de base en coordination basée en chair, avec un focus particulier sur le consensus, et notamment un algorithme particulier qui s'appelle CBBA, Consensus Based Bundle Auctions. Et ensuite, je vais vous présenter des approches qu'on a développées pour étendre ce cadre à des tâches multi-agents et des tâches multimodes, des tâches composites multimodes. Et je vous montrerai quelques expérimentations sur des problèmes d'ordonnancement, d'observation dans des constellations de satellites. Voilà, c'est le plan global. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat, j'essaierai d'y répondre. Je regarde, je vois que j'essaie de me mettre le chat disponible et visible. OK. Et s'il faut, j'essaye de répondre le plus interactivement possible à vos questions. Alors, les enchères. Bon, les enchères, ce sont un mécanisme d'allocation de ressources très répandu, assez connu, classique, dans lequel on va avoir plusieurs enchérisseurs, ici en bas, qui vont de manière parallèle et compétitive miser sur des objets pour essayer de les acquérir. L'enchérisseur qui aura misé le plus, en général, va gagner. Alors, il y a ensuite différents schémas d'enchères qui existent, ascendant, descendant, avec les mises scellées. Donc, il y a toute une littérature, beaucoup de cadres et beaucoup de formes différentes d'enchères. Et une des choses qui peut les distinguer très fortement et qu'on va utiliser, est-ce que ce sont des enchères avec un seul objet qui est mis en offre, ou bien est-ce qu'on a plusieurs objets qu'on va devoir répartir entre les utilisateurs et des objets pas forcément en quantité uniforme, mais plutôt des objets hétérogènes. Le protocole classique et le cadre classique dans lequel on peut mettre en œuvre des enchères multi-objets, c'est ce qu'on appelle les enchères combinatoires. Donc, on va avoir un commissaire-priseur qui a un ensemble d'objets et différents enchérisseurs qui veulent acquérir un ou plusieurs de ces objets. Et donc, la combinatoire de ce problème vient du fait que les enchérisseurs peuvent avoir à évaluer toute la combinatoire de composition possible de lots parmi ces trois objets ici, par exemple.
Et le commissaire-priseur va devoir prendre en compte toutes ces combinaisons pour essayer de déterminer qui sont les gagnants de chacun des objets. Donc le protocole classique, c'est le commissaire-priseur va annoncer quels sont les objets en vente. Les enchérisseurs vont essayer d'évaluer les possibilités, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui ne les intéresse pas, la composition en lot, par exemple avoir le diamant et la bague, ou bien le diamant et la pièce, toutes les combinaisons possibles. Donc là, ici, on a bien sûr un nombre exponentiel de lots possibles. Alors, bien sûr, tous les enchérisseurs ne sont pas forcément intéressés par tout, mais dans le pire des cas, en tout cas, ils peuvent avoir à exprimer des choix sur un nombre exponentiel de possibilités. Ils envoient leurs choix. Donc là, ici, par exemple, les choix, ils n'ont pas fait des choix sur absolument toutes les combinaisons possibles. Ils ont fait des choix que sur ce qui les intéressait. Ils sont prêts à mettre un certain montant sur la table pour obtenir certains lots. Et ensuite, à partir de toutes ces combinaisons, le commissaire-priseur va devoir résoudre un problème d'optimisation qui s'appelle le Winner Determination Problem, problème de détermination des gagnants, qui est en fait revient à résoudre un problème de programmation linéaire en nombre entier et qui est NP difficile et qui est donc en général le cœur de la problématique et de la complexité de ce type d'algorithme. Et une fois que ce problème est résolu, on peut allouer aux agents les lots. Voilà. Donc ça, c'est le protocole classique. Cependant, comme je vous l'ai dit, on a deux difficultés computationnelles ici. Ce sont bien sûr le winner determination problem, mais ça peut aussi être l'évaluation, c'est-à-dire qu'il faut évaluer un nombre potentiellement exponentiel de possibilités, et de plus, pour les évaluer, on a peut-être besoin d'un algorithme un petit peu gourmand. Donc, par exemple, si ce ne sont pas des objets mais des tâches, et que pour passer d'une tâche à l'autre, pour construire les lots, il faut calculer des tournées de véhicules, eh bien là, on commence à, en plus, l'évaluation est elle-même un problème difficile. D'accord? Donc, puisqu'en fait, on est dans un cadre d'optimisation biniveau. On veut savoir qui a quoi, mais pour savoir qui a quoi, il faut déterminer combien ça coûte à chacun. Et déterminer combien ça coûte à chacun, c'est aussi un problème difficile. Voilà. Donc, pour relâcher cette complexité, ce qu'on peut faire, c'est passer à deux modes itératifs ou séquentiels qui sont PSI et SSI, donc Parallel Single Item Auctions ou Sequential Single Item Auctions, qui vont considérer pas le commissaire-priseur va permettre aux agents de considérer les objets un par un. Alors, dans Parallel Single Auction, en fait, le commissaire-priseur va présenter tous les objets et les agents ne vont pas pouvoir miser sur des ensembles d'objets, uniquement sur les objets de manière unitaire. Ce qui fait que même si un agent est intéressé par les objets A et B, il va miser sur les deux certainement, mais il n'a aucune garantie de gagner les deux en même temps. Donc en général, Parallel Single Item Auction a d'assez mauvaises performances. Une manière un peu plus incrémentale de faire ça, c'est Sequential Single Item Auction. Donc le commissaire-priseur va présenter les objets un par un dans un ordre qui a un gros impact. Donc en général, on va utiliser des heuristiques, des algorithmes gloutons pour déterminer dans quel ordre présenter les objets ou les tâches. Mais toujours est-il que ici, les agents vont miser sur les objets de manière un par un, et donc ils vont pouvoir réviser leur mise en fonction de ce qu'ils ont gagné ou perdu dans les tours précédents. Et donc ils vont essayer de se constituer des lots de cette manière-là. Voilà. Donc ça a de très bonnes propriétés, et notamment dans les algorithmes d'allocation de tâches, qui permettent de résoudre de manière distribuée des problèmes d'assez grande taille. Hein, puisque là, on est clairement dans des relaxations qui sont incomplètes, non optimales, mais qui donnent quand même de très bonnes performances, puisque l'idée, c'est de passer à l'échelle. Mais dans certains cadres opérationnels, on va avoir un problème avec ce winner determination problem, qui est un goulet d'étranglement, qui a un gros coût computationnel. Et donc, il y a des approches qui cherchent à décentraliser ce problème de détermination du gagnant, et notamment par des approches par consensus, d'où le quatrième point, qui est Consensus Based Bundle Auction, CBBA, qui est un algorithme initialement conçu pour l'allocation de tâches, mais on peut l'imaginer également pour d'autres types de problèmes, et qui a comme propriété de résoudre le WDP par un consensus entre tous les agents. Donc je rappelle, on est dans un cadre coopératif, donc les agents ils vont chercher le consensus, hein, il n'y a pas de compétition. Attends.
Alors maintenant, quand on passe d'allocation de ressources à de l'allocation de tâches, on va considérer un ensemble d'agents, donc des robots, des satellites, des véhicules qui ont certaines capacités. Et on va avoir un ensemble de tâches qui doivent être remplies, qui peuvent avoir des contraintes temporelles, par exemple des fenêtres de faisabilité. Il faut arriver à effectuer cette tâche entre telle date et telle date. Il peut y avoir des contraintes de précédence entre les dates, les tâches, etc. Voire des besoins spécifiques. Par exemple, cette tâche ne peut être effectuée que par un robot qui vole, par exemple. Ensuite, on va devoir trouver, le but du problème, c'est de trouver une affectation des tâches aux agents qui respectent ces contraintes opérationnelles et également qui essaye d'optimiser un certain objectif, alors ou plusieurs objectifs. En général, ce qu'on va utiliser, c'est le temps de complétion, c'est-à-dire la durée de la mission, combien de temps il a fallu au total pour tout le monde pour résoudre toutes les tâches, pour effectuer toutes les tâches. Ça peut être aussi des contraintes énergétiques, on veut trouver l'allocation de tâches qui minimise la consommation de batterie des robots, etc. Et donc, ça revient un peu à une allocation multi-objets que j'ai précédemment présenté. Ici, les bundles vont être, les lots, vont être des ensembles de tâches à faire les unes après les autres pour chacun des robots. Donc, je vais présenter rapidement le principe de CBBA. Donc ici, l'architecture, elle est un peu différente. Les robots, il n'y a pas de commissaire-priseur. Donc, c'est les robots qui vont s'échanger leurs lots, qui, quand ils reçoivent des lots, vont résoudre les conflits s'ils trouvent que, si par exemple, ils se pensaient gagnants d'une certaine tâche, avoir gagné une certaine tâche et qu'ils reçoivent une mise qui est plus élevée que la leur, ils vont dire bah, très bien, je remets en cause mon affectation, je vais annuler mon plan, etc. Je vais remettre en place mon plan et refaire des mises. Donc c'est comme ça. Et cet algorithme, tant qu'on a une stabilité relative de la connexité du graphe, c'est-à-dire que le graphe peut être est complet est connecté, pas complet, connecté de manière peut-être intermittente, mais au moins de manière plus fréquente que l'arrivée des tâches, alors on a une garantie de convergence de ce type d'algorithme. Donc, comment ça marche? Donc, on va avoir un ensemble d'agents qui sont capables de faire certaines choses, de se déplacer, d'effectuer des tâches, un certain nombre de tâches. Donc ici, un incendie, un problème chimique, un risque électrique. Et nos agents, pour toutes les tâches dont ils sont au courant, vont essayer de construire les lots et se dire, bah, tiens, comment est-ce que je peux résoudre les tâches? Et c'est là que devient, comme je le disais tout à l'heure, peut-être une certaine complexité de la problématique de l'évaluation des mises. Par exemple, notre camion de pompier ici, il peut peut-être participer aux trois, mais il va se dire, bon, ben, là où je suis le plus pertinent, c'est certainement d'aller voir l'incendie. Après, je peux essayer de voir ce que je peux faire pour l'accident bactériologique ou chimique, et ensuite aller voir les risques électriques. Donc, il va devoir calculer, détourner, pour déterminer quelles seraient les mises qu'il va faire sur les lots. Donc lui, par exemple, il va calculer une tournée, et donc il va pouvoir fournir un lot qui va dire, je suis prêt à payer, ou en tout cas ça rapporte beaucoup au collectif, si je vais à l'incendie, puis au risque chimique, puis au risque électrique. Voilà. Et il se peut que ces tâches puissent même être dépendantes, qu'il y ait des incendies et d'autres choses qui suivent, etc. Donc tous les agents font ça et puis ils vont envoyer leur mise à tous leurs voisins dans le réseau. Alors, si on a des problèmes de connexion, hein, si on est sur un terrain en outdoor en général, on risque d'avoir des problèmes de connexion. Donc les agents, ils envoient leur bundle et peut-être qu'ils ne sont pas reçus par tous les agents. Donc il y a une certaine connexité, mais ils vont forwarder les messages qu'ils reçoivent, comme dans beaucoup de problèmes d'algorithmes de consensus, pour propager l'information. Et donc, on a des garanties, si le graphe est connecté, que tous les agents vont avoir accès à toutes les informations. Donc, les agents vont recevoir les différentes mises. Donc, par exemple, là, notre camion de pompier, il a dit, ben, j'aimerais faire l'incendie, puis le chimique, puis l'électrique. Et pour l'incendie, ça rapportera 3 au collectif. Pour le bactériologique, ce sera 2. Pour l'électricité, ce sera 1. Il va envoyer ses mises. Les autres agents, par exemple l'hélicoptère, lui, est plus proche du bactériologique. En plus, il peut voler, donc peut-être qu'il ne prendra pas de risque à être au contact. Donc, il va dire il peut être important que lui y aille. L'incendie, il ne va pas pouvoir faire grand-chose, mais peut-être qu'il peut aider. Il va mettre 1. Et pareil pour le risque électrique. Et il aura prévu une tournée qui sera chimique, incendie, électricité, par exemple. Voilà. Donc, maintenant qu'ils ont reçu ces messages, ils vont
essayer de résoudre les conflits. Donc, typiquement, là, le camion de pompier, il dit, pour l'instant, il ne savait rien des autres, mais il va recevoir les mises des autres et il va pouvoir détecter qu'il est bien le gagnant de la tâche incendie. Par contre, les autres agents ont misé plus, donc il va dire, ben, très bien, les autres ont misé plus, donc je vais les enlever de mon plan. Et s'il y avait eu des tâches encore après celle-ci, mais qu'il les avait gagnées, il devrait les annuler également parce que son plan, sa route devra être recalculée pour qu'il puisse déterminer ben, qu'est-ce qu'il va faire après avoir réglé l'incendie. Alors, ces conflits, je vous invite à aller voir le papier de CBBA. Il y a beaucoup de conditions sur des horodatage, sur qui reçoit quel bid, qui est le gagnant, etc. Il y a toute une table de gestion de conflits. Je ne vais pas la détailler ici, mais on a des garanties de résolution de conflits en fin de protocole. Et une fois qu'il n'y a plus de messages qui transitent, c'est-à-dire que tous les bids ont été envoyés, que tout le monde a résolu les conflits, eh bien, les agents vont s'affecter les tâches pour lesquelles ils ont gagné. Et donc, ils vont aller faire leur mission, suivre leur mission comme prévu. Voilà, ça, c'est le fonctionnement de ces BBA, assez simple. L'avantage, c'est que c'est décentralisé. On n'a pas de nœud central qui s'occupe de cette allocation. Donc, du coup, c'est assez robuste dans le cadre d'opérations dynamiques dans des environnements dans lesquels, éventuellement, la communication n'est pas sûre. Ça passe à l'échelle puisque on n'a pas de winner determination problem. On n'attend pas un nœud central pour avoir les allocations. Donc, en général, cet algorithme passe réellement à l'échelle du même ordre que les enchères séquentielles. Et il est flexible puisqu'il peut être adapté à plein de types de problèmes, de tâches avec leurs contraintes particulières et à des fonctions objectives différentes. Par contre, se pose la question, mais comment fait-on dans cet algorithme? Donc, on ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'on va présenter des extensions. Mais comment pourrait-on faire pour allouer des tâches qui ont besoin de plusieurs agents en même temps? Par exemple, un incendie qui est volumineux, il va falloir peut-être où il y a des victimes, il va falloir à la fois des pompiers et des ambulances. Donc, on veut régler cette tâche-là avec plusieurs agents. On peut également avoir des routines qui nous disent dans quel ordre il faut suivre les tâches et il faut les suivre dans cet ordre-là. Donc, en problématique de gestion de crise, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, c'est ce qu'on appelle des tâches séquentielles ou composites. Et si on a des tâches séquentielles et composites, peut-être que c'est un peu trop dur d'essayer de exactement les suivre, mais peut-être qu'il y a des relaxations qui sont possibles, peut-être qu'il y en a certaines qui sont optionnelles ou pas. Et du coup, là, on a plusieurs modes possibles pour effectuer la tâche composite. Donc c'est là qu'on va proposer des contributions aujourd'hui. Ce sont des tâches qui nécessitent plusieurs agents et ce sont des tâches composites, composées de plusieurs sous-tâches qui peuvent nécessiter plusieurs agents et qui peuvent être effectuées de plusieurs manières différentes, c'est ce qu'on appelle les modes. Voilà. Et c'est là que je vais vous proposer un algorithme, la présentation d'un algorithme qui est motivé par des travaux qu'on a fait dans le cadre de l'observation de la Terre. Donc ici, le contexte, c'est le suivant. On a une constellation d'observation de la Terre, des satellites basse altitude qui observent la Terre, donc qui peuvent s'orienter pour acquérir des points sur la Terre. Et on a un certain nombre d'utilisateurs, par exemple U1 et U2, qui ont des accès privilégiés à cette constellation parce qu'ils ont une station. Et dès lors qu'un satellite rentre dans la zone de communication de la station, ces utilisateurs vont pouvoir envoyer des plans qu'ils vont garder privés. Pendant que le satellite est dans cette zone, ils vont effectuer le plan qui a été envoyé par l'utilisateur et juste avant de quitter la zone, ils vont télécharger toutes les images qu'ils auront prises. D'accord? Donc chaque utilisateur, en fait, exclusif, est capable de programmer des plans privés dans ces intervalles de temps. Et ils peuvent en avoir plusieurs chacun. D'accord? Cependant, ces tâches-là peuvent être des tâches qui sont composites. Par exemple, si je veux observer l'aéroport de Toulouse toutes les 4 heures, tous les jours, ça veut dire que cette tâche, pour être effectuée, elle a besoin de plusieurs sous-tâches. Prendre à 8 heures du matin, à 12 heures, à 16 heures, et s'il fait encore jour, à 20 heures. Donc voilà. Et peut-être qu'on peut le relâcher, dire que finalement, si je ne peux pas l'avoir à midi, si je l'ai à 8 heures et à 16 heures, cela me convient. Donc on a des tâches qui peuvent être effectuées ici de plusieurs manières. Et on risque d'avoir besoin de plusieurs agents pour résoudre ces tâches-là. On peut avoir besoin de plusieurs satellites parce que tous les satellites ne passent pas tout le temps, à toutes les heures, quand on veut, sur nos points d'intérêt. Donc, on a des tâches multi-agents, des tâches multimodes.
Et on a des plans privés, des agents qui ont des plans privés, mais qui peuvent éventuellement accepter que d'autres tâches puissent s'insérer dans leur plan privé si on leur demande. Et si on leur demande, c'est exactement ça le problème de la coordination. C'est, imaginons ces utilisateurs exclusifs qui ont leur plan privé, et il y a d'autres utilisateurs qui veulent accéder éventuellement à une image de Toulouse également, mais au moment de la fenêtre exclusive d'un utilisateur. Du coup, il va demander à cet utilisateur, est-ce que tu veux bien insérer dans ton plan cette tâche-là? Et il y a peut-être plusieurs utilisateurs qui sont capables de le faire. Donc, il va demander à tous les utilisateurs qui sont capables de répondre à sa requête d'insérer des tâches dans leur plan. Et donc, ces utilisateurs exclusifs vont devoir se coordonner pour déterminer qui fait quoi dans ces tâches qui ne sont pas exclusives. Donc ça, c'est la motivation. C'est comme ça qu'on est venu à ce type de résolution distribuée, respectueuse de la privacité des plans des utilisateurs, mais avec une coordination. Ces utilisateurs exclusifs cherchent quand même à être coopératifs et à intégrer des observations dans leur plan pour une raison économique, c'est qu'on va être payé, la constellation va être payée, va gagner de l'argent à mettre des observations dans ces plans-là. Donc plus on a d'observations, plus on en accepte, en plus de ses propres plans privés, plus la constellation est bénéficiaire. Et donc c'est là qu'on a le côté coopératif et un peu utilitariste de cette approche. Donc notre problème là, multi-mode composite task allocation, il est composé d'un ensemble d'agents, de ressources qu'on appelle disjonctives. Ces ressources, nos satellites, ils ne peuvent faire qu'une seule observation à la fois. Ils n'ont pas une capacité à en faire plusieurs en même temps, puisqu'ils doivent s'orienter, doivent bouger, enfin s'orienter pour pointer sur les bons points sur la Terre. Du coup, ils ne peuvent pas résoudre plusieurs tâches en même temps. On a un ensemble de requêtes ou de tâches composites qui sont composées de plusieurs tâches unitaires. Donc, l'exemple que je vous donnais, c'était je veux observer l'aéroport de Toulouse tous les jours, 4 fois par jour. Donc, on va avoir 4 créneaux qui sont posés. On veut essayer de trouver des observations, résoudre toutes ces tâches élémentaires pour résoudre la tâche globale qui est d'observer Toulouse tous les jours, toutes les 4 heures. On permet de relâcher éventuellement en disant bah, si on rate un créneau, c'est pas grave, si on en rate deux, c'est pas grave, etc. Donc on a plusieurs façons de relâcher un petit peu les modes, la complétion des tâches avec des modes dégradés. Et l'objectif, c'est de trouver une allocation de ces tâches atomiques aux agents, à nos satellites, à nos utilisateurs exclusifs et donc aux satellites, qui maximise la somme des requêtes qui ont des bénéfices des requêtes qui ont réussi à être ordonnancées sur la constellation. Tout en respectant bien sûr des contraintes de cohérence, des tâches qui ne s'overlappent pas, des tâches qui peuvent être faites par le bon satellite, etc. Et un des points importants, et c'est pour ça qu'on a une approche distribuée et décentralisée, c'est qu'on ne peut pas diffuser les plans privés. Donc chacun des utilisateurs exclusifs ne veut pas dévoiler son plan privé. Il veut bien dire j'accepte ou j'accepte pas d'intégrer dans mon plan telle ou telle observation, mais il ne va pas dire ce qu'il a. C'est exactement comme si on essayait de prendre des rendez-vous ensemble sans dévoiler notre propre agenda. Voilà, c'est ce que veulent ces opérateurs. Et il y a certaines requêtes qui peuvent nécessiter d'accéder à ces créneaux privés, donc il faut mettre de la coordination entre ces utilisateurs exclusifs. Alors voilà un exemple très simple où on a deux satellites et deux utilisateurs exclusifs. Donc on a satellite 1 sur la ligne en haut, satellite 2, donc c'est les lignes de temps. Hein. Chacun des utilisateurs rouge et bleu vont avoir des zones exclusives. Donc c'est celles qui sont assurées là. Donc l'utilisateur 1, il a une zone exclusive ici, il maîtrise totalement, et ici sur le satellite 2, et pareil pour l'utilisateur 2. Ils ont déjà calculé des plans, ils ont des tâches à faire, ils ont par exemple, oups, excusez-moi. Donc ici, on a une tâche qui peut se faire que d'une seule façon, elle est atomique, il n'y a que ça à faire, donc il a positionné ici, il a déjà calculé son plan, il sait qu'il va la faire ici. Par contre, il a une autre tâche qui peut être soit effectuée par le satellite 1 à ce moment-là, soit par le satellite 2 à ce moment-là. Pour l'instant, il a fait son calcul, il a dit ben, je veux l'avoir au plus tôt possible, histoire d'avoir mon image le plus rapidement possible. Donc il a décidé de l'ordonnancer à ce moment-là. De même, le deuxième utilisateur lui, il a trois tâches, trois requêtes avec les tâches atomiques qui leur reviennent. Donc, il a une requête 3 ici
qui peut être effectué de manière différente également sur le satellite 1 ou 2. Il a choisi de le mettre sur le satellite 1 parce qu'il lui fournit l'image au plus tôt. Et il en a une deuxième qui est une composite qui nécessite de faire une séquence, par exemple pour avoir une prise de vue stéréoscopique du même point, c'est-à-dire le satellite qui passe, il prend son image et puis il continue son vol, il va reprendre une deuxième image un petit peu après pour avoir un angle entre ces deux prises de vue et faire de la stéroscopie. Donc là, il se dit, soit il le fait, il fait les deux sur le satellite 2, soit il fait les deux sur le satellite 1. Il va choisir de le faire sur le satellite 2 parce qu'encore une fois, il aura les images plus tôt. Bon, c'est une manière de décider pour lui, c'est sa propre logique interne, il ordonnance comme il veut. Maintenant, un client de la constellation a des besoins, et des besoins sur les mêmes zones que ces deux. Donc, il y a plusieurs requêtes qui arrivent. Donc, par exemple, une première requête, la requête 5, qui demande d'avoir un accès au satellite 1 à ce moment-là et à ce moment-là. Il faut avoir les deux en même temps. C'est par exemple une prise de vue à 8 heures et à 10 heures. De même pour la tâche 6, qui doit être prise par le satellite 2, puis par le satellite 1, et espacée d'un certain temps. Et il y a une autre tâche, une autre requête, la requête 7, qui peut être effectuée soit sur le satellite 1, soit sur le satellite 2. Maintenant, la question est, qui fait quoi? Est-ce qu'on accepte ces tâches ou pas? Comment on peut les ordonnancer? Étant donné que l'utilisateur rouge et l'utilisateur bleu veulent garder leur plan privé, euh, peuvent accepter de dégrader leur solution s'il y a un bénéfice pour la constellation. Et donc, c'est là qu'on veut obtenir une solution qui serait cette solution-là, qui est la solution optimale si on la résolvait de manière centralisée, étant donné les utilités qu'on affecte à nos requêtes. Comment faire de manière distribuée? Donc, on a conçu un algorithme qui s'appelle Multimode Consensus Based Grouping Algorithm, MMCBGA, dans lequel on va avoir plusieurs agents qui ont des tâches multi-agents à effectuer. Il va étendre un algorithme qui s'appelle CGBA, qui est une extension de CBBA qui prend en compte les tâches multi-agents. Mais ici, on va en plus rajouter les aspects multimode. Notre algorithme n'est pas dédié qu'à des agents qui suivent des chemins et qui doivent faire des routes particulières. Et il peut y avoir plusieurs plans privés en parallèle pour chacun des agents. Il gère le fait que les agents ont plusieurs lignes de vie et peuvent avoir à faire des tâches en parallèle. Donc ici, nos utilisateurs exclusifs, ils peuvent avoir des créneaux privés autour de la Terre au même moment, avoir des prises de vue à faire par différents satellites sur différentes constellations. Et cet algorithme suit, comme CBBA ou CGBA, un cycle classique mise consensus dans lequel les agents vont d'abord calculer leur plan privé. Je vous ai montré dans la figure précédente, ils avaient déjà calculé leur plan privé. Puis ensuite, ils vont se mettre à miser sur les tâches vertes qui viennent d'arriver et dire combien ils sont prêts à mettre, enfin, combien ils pensent que ça va rapporter à la constellation. Envoyer ces messages. Les agents vont détecter les conflits pendant la phase de consensus. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont renvoyer des mises et ça va cycler jusqu'à ce qu'on obtienne un consensus. Alors, plutôt que vous présenter un algorithme en pseudocode, etc., je vais vous montrer un exemple sur la résolution du problème que je vous ai montré, là, du petit problème. Donc, au départ, nos agents, donc ici, là, je vous ai mis le reward, combien ça rapporte de faire telle tâche. Donc, par exemple, la tâche 5.1 de la requête 5 rapporte 6, la tâche 5.2 rapporte 6 également. Ce qui veut dire que la requête 5, elle rapportera 12. On est limité ici à de l'additivité, mais les extensions pour dépasser ce cadre semblent assez faisables. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On ne va pas se baser sur l'additivité de ces tâches pour résoudre le problème. Donc, on a ces tâches, là, 5, 6, 7, qui ont été rajoutées au plan, là, et les agents bleus et rouges, ils vont devoir essayer de déterminer s'ils acceptent ou pas de prendre ces tâches et devoir se coordonner, puisque bien sûr, on voit qu'il y a des tâches, là, la requête 5, elle nécessite deux tâches qui sont sur deux fenêtres, deux plans de deux agents différents, donc ils vont devoir se coordonner. Au départ, les bundles des agents, les bundles, ce sont les lots des tâches externes de chacun des agents. Donc pour l'instant, l'agent U1, il a accepté aucune tâche externe et l'agent U2, il a accepté aucune tâche externe. Puis l'agent va se mettre à, étant donné qu'il est au courant des tâches 5 et 6, de la requête 5 et de la requête 6, il va se dire, qu'est-ce qui se passe si j'accepte la requête 5? Donc il va faire une mise, pas une mise sur une tâche, mais une mise sur un mode. Donc là, il va miser sur le mode 5.1. Il n'y en a qu'un pour cette tâche, hein. Il n'y a qu'une seule façon de la faire. On verra que ça sera important, surtout pour la 7, qui a deux modes différents.
Donc, il va déterminer c'est quoi le coût si je ne la prends pas. Le coût actuel, enfin le coût ou le reward, le rapport le meilleur que j'ai, c'est pour l'instant, c'est mon plan actuel, c'est 10 plus 10. Il me rapporte 20. Que se passe-t-il si j'accepte ce mode-là? Je vais devoir annuler cette tâche, la mettre ici, utiliser cette tâche-là. Du coup, je vais avoir un reward qui sera plus que 10 plus 8 plus 6 et potentiellement 30 si celle-là, en plus, elle est ordonnancée. Donc ici, on a le reward réel et là, on a le reward espéré, une borne sup sur ce qu'on peut gagner à ordonnancer ces requêtes. Donc, il va faire une mise, il va dire, moi, c'est le différentiel entre les deux, ça me rapporte 4, 24 moins 20. Potentiellement, ça me rapportera 10 de plus. Mais pour l'instant, comme le bid est incomplet, il ne sait pas si l'autre agent a accepté la tâche 5.2. Il ne va pas la sélectionner dans son bundle. Il ne va pas la planifier, il va attendre d'avoir le message de son interlocuteur. Fait la même chose pour la tâche 6. Alors la tâche 6, elle est vraiment pas rentable parce que pour pouvoir ordonnancer cette tâche, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Il faut complètement annuler cette tâche-là. Donc on va devoir ordonnancer une tâche qui rapporte 6, mais en annuler une qui rapportait 10. Du coup, elle n'est pas intéressante. Elle a un différentiel de moins 4. On va quand même le noter. Potentiellement, si la tâche 6.2, elle est ordonnancée, ça peut nous rapporter 2 socialement. Hein. Si on est tous ensemble à le faire, ça peut rapporter, mais pour l'instant, comme U1 n'en est pas sûr, il ne va pas l'ordonnancer. Maintenant, à U2 de faire la même chose, il va calculer les mises. Alors, pour le 5, c'est un peu la même histoire que pour le premier utilisateur. Si il sélectionne la requête 5 avec la tâche 5.2, il va devoir déplacer la tâche 3. S'il déplace la tâche 3, il va déplacer la tâche 4. Donc, ça implique pas mal de modifications là, qui sont répercutées ici. Et du coup, ce n'est pas très rentable. Ça ne sera que moins 2. Sauf si l'autre agent accepte d'ordonnancer la tâche 5.1, auquel cas, ça pourra rapporter 4. Mais comme pour l'instant, il ne sait pas si l'utilisateur 1 a sélectionné cette tâche-là, il ne va pas l'ordonnancer parce qu'il considère que ça n'est pas rentable. Il fait la même chose avec le 6. Alors, le 6, c'est tout bénéfice, puisqu'elle ne dérange absolument personne. Donc, elle rapporte 6. Et en plus, si l'autre utilisateur accepte d'ordonnancer l'autre partie de cette requête, ça rapportera, excusez-moi, 12. Voilà. Maintenant, on va passer à la requête 7, qui peut être résolue de deux manières, soit avec T7.1, soit avec T7.2. Donc, on va évaluer les deux choses. Si c'est avec T7.1, ça rapporte, c'est tout bénef, ça rapporte 6, puisqu'on ne déplace personne. De même pour 7. Si on l'a placé ici, ça ne rentre en conflit avec aucune autre observation. Du coup, ces deux-là sont équivalentes en fait. Donc là, pour départager, on peut utiliser une heuristique. Et l'heuristique qu'on va utiliser, c'est par exemple celle qui a le plus tôt. Donc on va préférer choisir la tâche T7, TO7.1 parce qu'elle est avant la 7.2. On va la choisir. Ça aurait pu être 7.2, on va en discuter tout à l'heure, mais pour l'instant, on utilise celle-là. Et du coup, celle-ci, elle nécessite aucun autre agent, c'est sûr, elle rapporte 6, donc on va la choisir dans notre lot, ce qui est fait ici. Par contre, maintenant qu'on a rajouté quelque chose dans notre lot, si ça se trouve, les tâches 5, les requêtes 5 et 6 n'ont plus les mêmes coûts, parce que peut-être que T7.1 rentre en conflit avec des tâches de la requête 5 et de la requête 6. Ce n'est pas le cas. Donc, on réévalue les mises, mais en fait, là, ça ne change absolument rien, elles ne rentrent pas en conflit. Voilà. Donc, on garde les mêmes mises de moins 2 et de 6 qui sont ici. Les agents ont calculé toutes leurs mises sur les tâches qui les intéressaient, dont ils étaient au courant. Ils vont les échanger. Ils vont également échanger des informations supplémentaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en général, ils vont échanger quelle partie du mode ils sont prêts à résoudre. Ils vont dire quelles sont les tâches et les rewards que ça leur apporte. Et voilà. Mais pas d'informations sur leur propre plan, uniquement sur les tâches qui sont rajoutées. Et maintenant, on passe dans la phase de consensus. Cette phase de consensus, elle va consister à agréger tous les bids. Par exemple, quand on a plusieurs tâches, mais qui contribuent à un même mode, on va les ajouter. Ça va nous permettre de savoir combien ce mode nous rapporte. On va vérifier les inconsistances. Si on voit qu'un agent a changé sa mise par rapport à la fois précédente, eh bien, on va le mettre à jour. Et si on voit qu'on a perdu un lot, par exemple que la mise à jour d'une mise fait que ça décroît la mise d'une tâche qu'on pensait être intéressante à faire,
eh bien, on va la déprogrammer. On va déprogrammer toutes les tâches qui étaient après celle-ci, puisque comme on calcule les modes de manière incrémentale, on choisit un mode au regard de ce qu'on sait déjà sur les modes qu'on a déjà choisis. Il faut, si on désélectionne un mode, il faut enlever tous les modes qui sont arrivés après. Donc U1 a reçu les messages du 2, il va maintenant calculer ce que ça peut lui rapporter. Donc encore une fois, pour la requête 5, il va calculer combien ça lui rapporte, ça demande de déplacer la deuxième requête, de passer du mode 1 au mode 2 de la requête. Du coup, ça lui rapporte 24. Par contre, cette fois, enfin, ça a un différentiel de 4, donc un bénéfice de 4, et en plus, c'est complet. Il sait que c'est OK du point de vue de U2 de planifier la tâche 5.2. Du coup, ça devient intéressant. Peut-être qu'il va la rajouter dans son bundle, mais ça va dépendre de quel est le mode qui rapporte le plus actuellement. Deuxième mode, 6, le mode 6.1 pour la requête 6. Ici, encore une fois, U2 est d'accord pour mettre la tâche 6.2. U1, ça lui rapporte 2, puisque l'utilisateur 2 l'a ordonnancé. C'est complet. Donc, on a en fait les deux modes ici, ils sont complets. On sait exactement les mises de tout le monde, de toutes les personnes qui sont nécessaires pour les résoudre. Donc, on peut prendre une décision. On va intégrer le meilleur mode, celui qui rapporte le plus. Ici, c'est 5.1. On le rajoute au bundle. Et du coup, on va réévaluer 5.6 en fonction maintenant du nouveau bundle. Ça ne change rien puisque 5.6, la requête 5 et la requête 6 ne sont pas en conflit spatio-temporel, ils ne se chevauchent pas. Donc, on va pouvoir intégrer le mode 6 dans le bundle. Par contre, à faire ça, il faut qu'on annule la tâche 1.1. Mais ça reste bénéficiaire avec un coût de 2. Voilà. Un gain de 2, pardon. Donc voilà, l'agent U1, ayant reçu les messages de U2, il a pu compléter ses mises et prendre une décision sur ce qu'il allait mettre dans son bundle. U2 fait la même chose. Il va évaluer 5. Il sait que c'est bénéficiaire du point de vue de l'agent 1, donc il va dire bah, très bien. Maintenant, ça me rapporte 2 d'ordonnancer le mode 5.1, donc avec la tâche 5.2. Donc c'est complet, ça reste intéressant. On évalue également 6. 6 rapporte également 2, étant donné que l'agent 1 est aussi d'accord pour intégrer l'autre partie de la requête. Donc, il va rajouter le mode 5.1 à son bundle, mais il va devoir annuler la tâche 3.1, puisqu'il rajoute cette tâche-là, il va devoir enlever celle-ci, et celle-ci ne peut pas être faite pour l'instant. Et ensuite, il va réévaluer le mode 5.1, qui est également bénéficiaire, donc il va le rajouter à son bundle. Et on atteint ici la solution à notre problème. Il n'y a plus aucun mode ouvert. Tout le monde, on a répondu à tous les modes ont été ordonnancés. Il n'y a plus de conflit. Le système se stabilise et comme je vous l'ai dit, c'est garanti sous certaines hypothèses de connectivité du graphe. Et en plus, une des choses importantes, on atteint un reward de 58. Alors, ce reward, le bénéfice, il n'est pas optimal ici. Alors, il n'est pas optimal. Pourquoi? Il n'est pas optimal parce que la solution optimale aurait été d'ordonnancer cette tâche-là, ici. Ce qui aurait permis de déplacer ces deux tâches ici et d'ordonnancer en plus T3.2. Alors, pourquoi on n'a pas fait celle-ci? Parce qu'à un moment, on a fait un choix un petit peu glouton qui a été de décider, finalement, je vais choisir la tâche 7.1 plutôt que la 7.2, alors qu'elles avaient exactement le même coût à ce moment-là, le même gain ou coût. Mais de manière gloutonne, on s'est dit, on va choisir celle qui arrive en premier, ce qui est en général une heuristique qui marche très bien en problème d'ordonnancement. Bon, là, finalement, ce n'était pas un bon choix. On fait une relaxation, hein, on ne va pas pouvoir revenir en arrière, on a un algorithme itératif, donc tant pis, c'est un choix, on perd en qualité, mais d'essayer d'évaluer tous les choix pour tous les modes, ça aurait été, on serait retombé dans les travers des enchères combinatoires. Si on avait choisi le mode 7.2, on aurait eu un reward optimal qui était celui de 60. Ce n'est pas le cas ici. C'est un défaut de l'algorithme. Il n'est pas optimal, mais il a quand même il tombe sur des solutions de très bonne qualité assez rapidement. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer, j'ai le temps, oui, quelques résultats d'expérimentation sur ce problème d'allocation de tâches dans des constellations de satellites. Les instances qui ont permis qui sont utilisées pour ces expérimentations, elles sont disponibles sur Zenodo. Vous pouvez y accéder. Il y a toutes les instances des problèmes MACTA qui ont été utilisés. On utilise 8 satellites avec 4 possesseurs de portions d'orbite privées.
et un utilisateur qui va pousser des requêtes supplémentaires pour demander à ces utilisateurs exclusifs de se coordonner pour rajouter des requêtes dans leur plan. On fait augmenter la taille du problème en augmentant le nombre de tâches qu'on demande aux utilisateurs. Ces requêtes, elles correspondent en fait à observer des capitales européennes avec des satellites d'observation. On a deux configurations qui sont utilisées. Une où il y a un seul mode par requête, c'est-à-dire je veux accéder pendant les 6 prochaines heures 5 fois à une capitale précise. Donc ça, c'est une requête, c'est obtenir 5 créneaux horaires qui me permettent d'observer une certaine capitale. Et le deuxième mode, la deuxième configuration, pardon, c'est de relâcher un petit peu ça. On se permet d'avoir une seule observation, 5 observations, ou 4, ou 3, ou 2, ou une. Voilà. On relâche la contrainte d'avoir exactement 5 observations pour chacune des capitales. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé notre approche avec Winner Determination complètement décentralisée, avec des enchères séquentielles. Les enchères combinatoires ne passaient pas à l'échelle, hein, avec le nombre de requêtes possibles et d'objets, ce n'était pas possible. Donc, on a utilisé un algorithme classique de relaxation qui sont des enchères séquentielles, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et on compare un algorithme centralisé, qui est un alglouton qui est très, très efficace, qui nous permet d'avoir des solutions très rapidement en quelques secondes pour la taille de ces problèmes. Et donc, ce qu'on va comparer, c'est par exemple, alors en haut, c'est quand on a un seul mode par requête, donc on doit faire exactement les 5 observations. Et en bas, c'est 5 modes par requête, c'est on peut faire 5 observations, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1. Donc, on permet de relâcher la qualité de service en quelque sorte. Donc, on va regarder la qualité des solutions, c'est-à-dire en rapport à la solution obtenue de manière centralisée, en termes de reward, donc c'est le reward normalisé. Le nombre de requêtes, la quantité de requêtes qui sont complétées, le nombre de tâches qui sont ordonnancées. Et ensuite, on regarde des aspects plus des indicateurs plus opérationnels en termes de nombre de messages nécessaires, la taille des messages et le temps de calcul. Donc, si on regarde avec un seul mode, donc on doit faire exactement les 5. Donc, c'est compliqué pour les approches par consensus parce qu'elles vont peut-être au début, dès le départ, prendre un mauvais choix sur les requêtes à prendre, prendre celles qui demandent le plus de reward. Et donc, elles ont une qualité qui est assez médiocre quand il y a peu de requêtes, mais dès qu'il y a beaucoup de requêtes et qu'il faut faire un petit peu, justement, arbitrer entre ces requêtes, on va avoir une meilleure solution et des fois des meilleures solutions que notre algorithme centralisé. Et le nombre de requêtes qui sont remplies, donc on a un système qui est surchargé là, hein. On a dans les plus gros problèmes, on a moins de 25% des requêtes qui sont soumises au système qui peuvent être effectuées, hein. Donc on demande trop au système. Dans ce cas-là, notre algo a les mêmes performances que l'algorithme d'enchères centralisé avec un commissaire-priseur, à part qu'on n'a pas de commissaire-priseur. Le nombre de tâches est équivalent. Par contre, en termes de nombre de messages, les enchères séquentielles, comme on a plusieurs tours, vont demander beaucoup plus de messages que les enchères par consensus qui, elles, demandent finalement assez peu de messages parce qu'ici, on est dans un graphe qui est complet, mais même en général, il y a besoin d'assez peu de messages, mais ces messages peuvent être plus volumineux, ce qui s'expliquera, on verra plus tard dans la deuxième partie. Oups. Donc la taille des messages, c'est équivalent entre SSI et notre algorithme décentralisé. Par contre, bien sûr, on en échange moins que l'algorithme centralisé qui doit quand même communiquer puisqu'on doit récupérer toutes les informations, calculer, puis repousser toutes les informations. Et en temps de calcul, on est équivalent à SSI qui est 2 ordres de grandeur plus lent qu'un greedy hyper optimisé ici, mais ça reste quand même de l'ordre vraiment raisonnable, hein, on est de l'ordre de la seconde, hein. Alors ensuite, le deuxième setting, c'est celui avec 5 modes, c'est-à-dire on permet une dégradation. Pour répondre à une requête, on peut éventuellement la dégrader. Donc là, on obtient également, quand on a des gros problèmes, des qualités équivalentes à celles de Greedy. Par contre, en termes de nombre de requêtes qui sont remplies, on fait beaucoup plus avec un consensus, on fait beaucoup plus de compromis qu'avec un algorithme par enchère séquentielle ou avec le greedy. Donc ici, on voit que le nombre de requêtes qui sont effectuées par l'algorithme par consensus est plus élevé. Ça veut dire qu'on a fait plus, on a mieux exploré l'espace des consensus et de relaxation
des modes, relâchement des modes, pardon. Alors qu'en termes de nombre de tâches, on fait les mêmes. Le système reste chargé de la même manière, à part qu'on arrive à mieux répondre à tous les utilisateurs. Et puis le nombre de messages, c'est la même chose que tout à l'heure, ça ne change pas grand-chose, à part que là, comme il y a plus de modes, ben, on va et qu'on envoie dans le consensus beaucoup plein de messages qui sont relatifs au mode. Plus on a de modes, plus les messages sont volumineux, d'où un plus grosse taille plus haute charge de communication pour notre algorithme décentralisé. Voilà. Donc, bah, je vais conclure là-dessus. Donc, juste pour vous dire que effectivement, ces enchères décentralisées, sont des outils qui sont très puissants pour installer de la coordination dans des cadres coopératifs. Hein. Je souligne encore le fait qu'on est dans un cadre coopératif, même si on parle d'enchères. Il y a beaucoup d'applications potentielles. Donc, je vous ai montré ici la gestion de constellations de satellites, mais on a également des applications en robotique collective, en gestion du trafic, qui peuvent être mises en place très rapidement avec un contexte, un cadre algorithmique qui est assez générique. Le fait d'encapsuler les décisions dans les agents, bah, ça permet de gagner bien sûr de la privacité dans les plans, etc., mais également de l'explicabilité, c'est-à-dire les agents, ils échangent des bids, on connaît les valeurs de ces bids, on a la trace, c'est assez facilement débuggable et explicable. Et ensuite, pour aller plus loin, bon, bien sûr, ici, j'ai montré des enchères dans lesquelles il n'y avait que des agents autonomes qui étaient en train de faire des agents artificiels qui étaient en train de faire des bids. Mais comment peut-on faire pour intégrer l'humain? Donc, typiquement, si on est dans des problèmes d'allocation de tâches de robots sur un terrain et qu'il y a des humains, des opérateurs humains, des pompiers, etc., comment est-ce que l'humain peut essayer d'interférer et de comprendre ces processus de consensus pour essayer d'influer dessus, de forcer des choses? Donc, on a une thèse actuellement là-dessus, la thèse de Victor Guillet, qui s'intéresse à ces problèmes d'initiative mixte dans lesquels on va avoir l'humain qui va essayer d'intercéder sur les décisions des agents et par le processus de mise, mais pas que. Se pose également la question de ces coûts, ces tables de coûts qui peuvent être volumineuses, ce bid. Donc, on peut essayer de prendre l'analogie avec l'apprentissage par renforcement et les tables, les Q-tables qui peuvent être volumineuses. Ben là, on ouvre une thèse sur l'approximation de ces tables de bidding par des approches réseaux neuro profonds notamment, mais ça peut être d'autres schémas d'approximation. Il existe d'autres cadres d'optimisation, de coordination qui sont notamment les DECOP, qui sont une autre technique que j'ai explorée depuis pas mal d'années, qui peuvent être équivalentes à ces approches-là, mais qui ont des différences notamment sur les indicateurs opérationnels, nombre de messages, etc. Peuvent se poser la question des cadres non coopératifs. Donc, comment on fait si on a des agents qui sont un peu compétitifs ou si on est dans un cadre adversarial? Et également se pose la question, on est dans des agents qui communiquent, comment peut-on garantir la sécurité et la sûreté des messages qui sont échangés dans ce type de protocole. Voilà. Je tenais, donc j'ai parlé qu'il y a des thèses qui s'ouvrent, donc il y a des thèses qui s'ouvrent et on a également un postdoc sur les aspects constellation de satellites, sur ce type de problème. Donc voilà, si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets-là, donc on a comme je vous le disais, de l'IA hybride avec couplage réseau de neurones profonds et table de bidding, des problèmes de planification d'observation de la Terre, des problèmes de coordination et de configuration de flotte de robots, également de l'allocation de chemins dans des multimodes, dans des réseaux de transport urbain, et un postdoc sur les aspects observation de la Terre également. Voilà. Ces travaux, ils sont effectués dans des projets qui nous financent, donc notamment en projet européen Domino et sur tous les aspects multimodes là, sur le projet BPI Litchi. Voilà, donc je remercie. Merci de votre attention.